Merci beaucoup d'être présent pour cet événement, pour pouvoir discuter tous ensemble de la notion d'écocide et comment est-ce qu'on peut mettre au service cette notion de crime d'écocide pour l'océan. Parce que l'océan est très souvent le parent pauvre des politiques environnementales, des politiques écologiques. On parle beaucoup du poumon vert de la forêt, notamment de l'Amazonie, et on commence à peine à prendre au sérieux le rôle de l'océan en tant que poumon bleu, mais pas seulement, parce qu'on le dit très souvent, on doit une respiration sur 2 à l'océan grâce au phytoplancton, mais c'est aussi un puits de carbone, puisque 30% des émissions de gaz à effet de serre générées par l'humain se fait grâce à l'océan. C'est aussi un organe qui régule les excès de chaleur, etc. Donc l'océan nous rend énormément de rôles écosystémiques, mais nous on considère qu'il faut aussi protéger l'océan en tant que tel. Pour les habitants de l'océan eux-mêmes, il y a beaucoup de personnes qui regardent l'espace pour se sentir tout petit. Moi je trouve qu'il suffit de regarder l'océan, de regarder les baleines pour se sentir petit et insignifiant. Et donc l'océan nous apprend aussi l'humilité, même si c'est pas la direction que l'on prend actuellement, parce qu'on est à l'ère qu'on peut appeler celle du capitalocène, où en fait le capitalisme détruit absolument tout sur la planète pour faire du profit à court terme, et au mépris justement de l'habitat qui est le seul compatible avec la vie humaine. Je parle évidemment de la planète Terre, on l'appelle souvent la planète Terre, mais en réalité on pourrait dire la planète bleue, puisque 71% de la surface de la Terre c'est l'océan. On dit que la vie sur Terre est apparue il y a 3,8 milliards d'années, mais en réalité pendant plus de 3 milliards d'années, la seule vie qui était possible sur Terre se faisait dans l'océan. Donc nous venons littéralement de l'océan. Il est grand temps de se reconnecter justement à cet organe géant. Crime d'écocide, cette notion peut être mise au service de la protection de l'océan. Aujourd'hui, ceux qui sont criminalisés, ce sont ceux qui défendent l'environnement. Et donc nous, on dit qu'il est temps de criminaliser ceux qui détruisent l'environnement. On a un homme qui disait souvent si l'océan meurt, nous mourrons avec lui. Cet homme est actuellement en prison pour avoir sauvé des baleines. Et avec le crime d'écocide, on peut justement mettre du doigt sur les vrais responsables, sur les vrais criminels ici sur cette planète, qui sont les entreprises écocidaires qui justement font du bénéfice, comme je l'ai dit, au mépris de la vie humaine, mais aussi au mépris des autres formes d'existence qui peuplent notre planète. Aujourd'hui, on détruit plus facilement que ce qu'on est capable justement d'étudier et de découvrir, parce que quand on parle des fonds marins, c'est justement des endroits en fait qu'on ne connaît pas du tout, et on investit plus facilement pour détruire ces endroits que pour justement étudier, pour faire des recherches scientifiques, pour découvrir tout simplement les espèces qui y sont. On est à un rythme effréné de disparition des espèces, et le crime d'écocide nous permettrait justement de lutter contre ça. How do you think the concept of ecocide could help Indigenous people and affected communities? Je pense effectivement que c'est important d'associer la question des droits des peuples autochtones, parce que ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les peuples autochtones sont à la fois les plus impliqués dans la protection des terres, dans la protection de la biodiversité à l'échelle mondiale. C'est aussi les plus exposés à la voracité des entreprises climaticides, mais c'est aussi souvent les plus démunis pour faire face à ces attaques, à ces offensives sur leur territoire et sur leur lieu de vie. Entre 2012 et 2022, on a l'ONG Global Witness qui nous dit que c'est près de 2000 défenseurs du vivant, de l'environnement, qui ont été assassinés à travers le monde, et la plupart des victimes viennent d'Amérique latine et plus précisément d'Amazonie. Dans ce décompte macabre, quand on regarde les victimes par an, eh bien c'est à peu près un tiers qui sont justement des personnes issues des peuples autochtones. On estime que les peuples autochtones gèrent environ 38 millions de kilomètres carrés sur la planète. Alors dit comme ça vous évoque peut-être pas grand-chose, mais c'est l'équivalent du continent africain. Donc c'est énorme, et c'est une des raisons pour lesquelles il ne faut pas sous-estimer leur rôle dans la préservation des écosystèmes. Et une des autres raisons aussi de s'intéresser aux peuples autochtones, c'est qu'eux n'ont pas brisé souvent ce lien entre les humains et la nature. Ils ont justement des vrais liens d'interdépendance, d'interconnexion à la nature, et ils ne considèrent pas la nature seulement à l'aune des services écosystémiques que la nature leur rend, mais juste en tant que valeur intrinsèque. Ils respectent la nature pour ce qu'elle est. Donc cette idée d'harmonie entre l'être humain et la nature, on la retrouve justement chez les peuples autochtones d'Amazonie, qui sont confrontés à des appétits prédateurs immenses, parce que les multinationales vont considérer que leurs territoires sont des réserves inépuisables en termes de ressources, à la fois minières, forestières, pétrolières. Et je pense qu'on connaît tous par exemple le cacique Raoni, qui est une figure justement du combat pour la dignité du peuple Kayopo et contre la mise en place du fameux barrage de Belo Monte. Et ces confrontations en fait entre peuples autochtones et grande industrie, elles se multiplient partout dans le monde, et également en Europe. Je pense par exemple au peuple Sami, qui est aussi confronté à l'extractivisme minier qui menace la survie de leurs activités, notamment en ce qui concerne les éleveurs de rennes. Je pense à leur lutte contre le projet de mine de fer à ciel ouvert de Kalak dans le Norrbotten. Je pense aussi à leur inquiétude légitime devant la découverte du plus grand gisement de terres rares qui a été inauguré par Ursula von der Leyen, justement pour assumer la transition énergétique, mais ça pose de grosses questions, notamment pour la survie du peuple Sami, qui est évidemment pas consulté quand c'est comme ça.
ça. Et les peuples samis, comme les peuples autochtones, partout dans le monde, sont souvent engagés dans des batailles juridiques qui sont interminables, qui sont très complexes, qui demandent de l'expertise, de l'argent. Souvent, c'est non concluant. Les multinationales ont souvent une longueur d'avance sur ce terrain-là. Et justement, la reconnaissance à l'échelle européenne et internationale d'un crime d'écocide pourrait être l'opportunité de rééquilibrer la balance en instaurant des mécanismes de justice préventive. On obligerait par exemple des juges à évaluer l'impact global d'une activité, d'un projet industriel sur tout un écosystème et son équilibre, donc en prenant en compte notamment les intérêts des peuples autochtones. Et on peut aussi anticiper que l'inscription du crime d'écocide dans le droit pénal pourrait avoir un effet dissuasif. Les entreprises réfléchiraient peut-être à 2 fois avant de mener un projet écocide, justement par peur d'avoir un procès en écocide. Je voulais aussi attirer votre attention, mais ça a été évoqué un peu avant, sur un aspect qui est un peu moins documenté du sujet, qui est justement effectivement les pratiques de pêche écocidaire qui peuvent avoir des conséquences dramatiques, à la fois évidemment sur l'océan, mais aussi sur les communautés indigènes qui dépendent des côtes, parce que c'est 27 millions de personnes issues de populations autochtones qui vivent près des côtes. Et pour ces communautés côtières, l'océan, il est vital à la fois pour leur culture, mais aussi tout simplement pour leur survie. Et la consommation mondiale de produits de la mer, qui fait que augmenter, menace justement la survie de ces petits pêcheurs, de ces populations côtières, parce que c'est une pêche commerciale multimilliardaire en fait qui investit leurs eaux. C'est des navires commerciaux qui vont pêcher dans certaines régions de manière évidemment absolument pas durable, qui est une concurrence absolument déloyale pour les pêcheurs côtiers. Je pense par exemple à la pêche aux crevettes. Pour que les Européens puissent manger des crevettes, on va aller dévaster les côtes de Madagascar et ça alimente en fait la famine à Madagascar. Et évidemment, ça met en péril tout simplement les pêcheurs locaux là-bas qui sont à la fois dans une situation de précarité énorme, mais aussi qui sont en voie de disparition. Donc aujourd'hui, on voit bien que le rapport de force, il est extrêmement déséquilibré. C'est David contre Goliath, c'est les petits pêcheurs locaux contre les grands navires industriels, parfois européens. Et justement, l'introduction de cette reconnaissance de crime d'écocide, on pense que ça peut être un levier quand on l'applique aux écosystèmes marins, justement pour dissuader les grandes industries de la pêche de venir piller les ressources. Et donc c'est aussi un levier de protection des populations autochtones. Et je pense que c'est important de parler d'eux aussi, parce que comme on l'a dit, ils ont peu de leviers, on les méprise beaucoup, on les écoute pas, alors que ce sont ceux qui ont le rapport à la nature le plus respectueux possible. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux, donc c'est important pour moi d'en parler aujourd'hui. I would like to open up soon the floor for questions from the audience as well, but before that, give the floor to you, Emma, for your reactions. J'en profite de voir qu'il y a des militants justement de Lookdown sur la question du deep sea mining pour rappeler que c'est important ce qu'on est en train de faire, à savoir bâtir des coalitions très larges sur le sujet justement de la protection de l'océan, pour ancrer le fait que l'océan c'est un sujet à part entière dans la protection de l'environnement et du climat, parce que c'était pas une évidence il y a quelques années de ça. Et on a vu justement ces dernières années des initiatives de militants écologistes, d'activistes, de personnalités aussi, d'associations, pour justement pousser des sujets précis. Et on voit qu'on gagne du terrain dans la bataille justement des consciences, parce que quand il y avait par exemple la marée noire de la Mokokadis, c'était en 1978 en Bretagne, même si les gens étaient extrêmement choqués qu'il y a eu une mobilisation, eh bien à l'époque c'était un peu une catastrophe qui tombait du ciel, qui n'avait rien à voir avec notre mode de production capitaliste basé sur justement le monde du pétrole. C'était quelque chose comme une catastrophe naturelle qui avait aucun lien avec nos modes de production. Et là aujourd'hui on voit bien qu'il y a une prise de conscience, qu'on fait le lien entre les industries extractivistes pétrolières et les conséquences en termes de dérèglement climatique. Et c'est ce qu'on voit avec le deep sea mining, parce qu'on se rend compte qu'on est en train de détruire à une vitesse folle, et qu'en fait on n'a même pas le temps de découvrir ce qu'on est en train de détruire, qu'on est déjà en train de faire disparaître les espèces et de les détruire. Et donc c'est important de mobiliser largement autour de l'océan, d'utiliser aussi les réseaux sociaux. On voit que là il y a des citoyens, des citoyennes qui ne sont pas engagés dans un mouvement en particulier, mais qui relaient les visuels des ONG, alors même qu'on pourrait considérer que les grands fonds marins, personne ne connaît, c'est pas très intéressant. Et on voit qu'au contraire, comme l'océan, c'est quand même quelque chose de très précis, qui est un environnement qui émerveille, parce que le climat, ça peut paraître un peu abstrait. L'océan, on voit tout de suite les baleines, les dauphins, enfin c'est quelque chose de beau, de poétique. Et donc aussi utiliser cette corde sensible chez les gens pour pouvoir toucher leur cœur, toucher leur conscience, expliquer qu'un océan mort, c'est pas un océan, il est inutile, parce que ce qui compte, c'est toute cette biomasse, tous ces êtres vivants qui le peuplent. Et donc je pense qu'on est aussi en train de gagner une bataille culturelle, et c'est bien de voir que le discours des scientifiques commence à être écouté. Alors on n'en est pas encore au stade des politiques, enfin nous ça va, mais je pense que la plupart des hommes et femmes politiques aujourd'hui sont
ont une oreille qui écoute un peu plus les industries et le monde de l'argent que les protecteurs de l'environnement. J'aimerais aussi rendre hommage aujourd'hui à des pionnières scientifiques comme Rachel Carson, Sylvia Earle, Anita Conti, qui sont en fait les sentinelles qui nous ont guidés aussi, qui avec leurs travaux nous ont permis de découvrir à la fois l'océan mais aussi les menaces qui pèsent sur cet océan. Donc on est ici aussi pour poursuivre leur travail et c'est important de rappeler qu'il y a aussi des scientifiques femmes parce qu'on parle beaucoup des scientifiques hommes, mais il y avait aussi beaucoup de femmes engagées et brillantes et donc voilà, je voulais parler d'elles aujourd'hui. We know that the deep ocean is one of the largest global carbon sinks. And the last thing we want to do is to mess with that because we're going to need all the help we can get from the ocean to survive the next several decades on into the 22nd century. Here, here. Thank you. And the last word to you. Merci beaucoup pour la question justement sur les requins. Alors je ne vais pas donner un avis scientifique parce que je ne le suis pas, mais mon avis à moi, c'est qu'effectivement, on peut parler d'écocide quand on parle de ce qu'on fait aux requins, parce qu'on parle de 50 millions à 100 millions de requins tués par an. C'est énorme, on parle quand même de 90% de la population de requins qui a disparu en 60 ans, donc on voit bien l'échelle à laquelle on s'en prend aux requins. L'une des grandes menaces, c'est justement cette pratique du shark finning. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est en fait capturer des requins, uniquement leur couper les ailerons, puis relâcher le requin vivant en mer. Mais évidemment, il coule parce qu'il a besoin de faire fonctionner ses branchies pour pouvoir respirer, mais il ne peut plus nager, donc il coule dans le fond. Il se fait dévorer littéralement vivant par d'autres espèces. Tout ça pour avoir ces ailerons qui auraient des vertus aphrodisiaques selon justement certaines traditions asiatiques et parce que c'est un symbole de richesse. Alors qu'on dit bien que les ailerons de requin n'ont aucun goût, que c'est pas bon. On en fait des soupes, mais que c'est vraiment en fait juste de l'apparence. Donc on voit à quel point on peut considérer qu'une vie animale n'a juste aucune valeur et que certaines croyances sont plus importantes que la vie des animaux. Et justement, l'Union européenne a un rôle à jouer parce que c'est une grande plateforme de transit pour ces ailerons de requin. Et c'est pour ça qu'il y a cette initiative citoyenne européenne contre le shark finning qui a atteint plus d'1 million de signatures. Donc là, c'est la Commission qui doit répondre sur ce sujet. Et donc là, on appelle tout le monde à regarder ce que va nous proposer la Commission. Alors il y a plusieurs scénarios. Nous, on est évidemment pour le scénario le plus ambitieux pour vraiment mettre fin au commerce d'ailerons de requin. Les indicateurs montrent que ce serait plutôt pour le scénario 2-3, donc quelque chose d'absolument pas ambitieux. Donc c'est important qu'il y ait toujours une pression citoyenne, qu'on ne s'arrête pas au fait qu'on a justement porté cette initiative à 1 million de signatures. Il faut vraiment continuer le combat parce qu'on le rappelle, les requins, c'est des prédateurs et des super prédateurs qui ont un rôle essentiel dans les écosystèmes marins. S'il n'y a plus de super prédateurs, c'est tout le reste du réseau alimentaire qui s'effondre. Donc c'est vraiment très important de prendre à cœur ce sujet parce que quand on parle de dauphins, il y a un certain capital sympathie et quand on parle de requins, tout de suite beaucoup moins parce qu'on a eu notamment des films qui dépeignaient les requins comme d'horribles animaux et au contraire là c'est important de rendre leur lettre de noblesse aux requins qui ont le droit de vivre sur cette planète. Ils existent depuis très très longtemps, bien avant l'existence des humains, donc je pense qu'il faut encore une fois avoir un peu d'humilité et respecter le vivant et notamment les requins. Et donc je pense que pour répondre à la question, on peut parler d'écocide et que c'est vraiment très important qu'on suive ce dossier. Ce sera mon cas, je pense que ce sera le cas d'Isabella aussi, de nous tous autour de cette table parce qu'il y a un vrai enjeu pour interdire le commerce des ailerons de requins. Par exemple, en France, et c'est là qu'on voit qu'on ne respecte pas les requins très rapidement, c'est que il y a des espèces de requins comme le requin renard qui sont protégés, mais si c'est issu d'une capture accidentelle, alors on peut quand même les mettre en vente. Et donc en fait, ça envoie un très mauvais message aux consommateurs qui est on les protège, mais en fait on peut quand même les manger. Donc il faut aussi pousser dans les pays pour qu'on ne puisse pas commercialiser des requins, même si c'est issu de pêche accidentelle. Et on le rappelle, c'est pas du tout de la pêche accidentelle. Quand ça arrive tout le temps, c'est plus un accident. Merci. Thank you. Thank you so much for that.